Dès le commencement de son règne, le roi Édouard VII marque de sa forte personnalité la société et la politique anglaise. Gai, dynamique et ouvert, il bouscule aimablement l'immobilisme victorien et ouvre une nouvelle ère d'optimisme. Bien qu'il n'ait officiellement que le droit de savoir, d'avertir et d'encourager, face à un establishment politique de grande valeur, Édouard exerce une réelle influence. Et sa femme, la reine Alexandra, d'origine danoise, apporte tant de charme et d'humanité à leur association que c'est toute la perception du rôle de la couronne qui est renouvelée. Or, Édouard s'inquiète de l'isolement de la Grande-Bretagne qui ne la protège plus et l'empêche de jouer les arbitres. La puissance de l'Empire allemand, imprégnée de mémoire prussienne, autoritaire et militarisée, lui semble particulièrement redoutable entre les mains de son neveu, le Kaiser allemand Guillaume, dont l'ambition désordonnée menace le fragile équilibre de la paix européenne. Guillaume provoque à plaisir la République française en faisant de l'Alsace-Lorraine la vitrine de sa conception offensive du germanisme. Ainsi, l'inauguration de la statue de son grand-père au centre d'un nouveau Strasbourg monumental. Comme ses visites en famille et à grand tapage piétinent les douloureux regrets des Français. Et pour bien marquer son territoire, il fait relever par l'architecte Bodo et Barth les ruines du Haut-Königsbourg, énorme forteresse moyenâgeuse qui surplombe la vallée du Rhin pour y abriter le repère de sa vision wagnérienne du génie de l'histoire allemande. Il se passionne pour le chantier dont le Coulin diffère, organise une inauguration tonitruante noyée par des trompes d'eau imprévues et se juche chaque année sur le donjon d'où son regard embrasse un paysage romantique que son imagination fiévreuse peuple de légendes héroïques. L'exaltation du Kaiser Guillaume est d'autant plus inutile et maladroite que la population alsacienne, objet d'un culte tenace de la part des Français, se résigne en fait progressivement à son sort, pour peu qu'on lui laisse un peu d'autonomie, ce que comprennent d'ailleurs certains gouverneurs plus raisonnables que leur empereur. Or, l'Angleterre subit de son côté l'expansion navale effrénée de l'Allemagne, qui remet en cause la sécurité de sa survie insulaire. Édouard pense qu'il est temps de mettre le holà à tant de dangereuse arrogance. Ce n'est pas Alexandra qui le contredirait. Son cher Danemark natal a été amputé d'un tiers de son territoire par l'Empire allemand. Cependant, l'Angleterre a perdu tant de temps qu'il est très difficile de reprendre l'initiative. Alors que l'opinion ne perçoit pas encore clairement le danger,
et que le seul allié possible est précisément cette France que sa République diabolise aux yeux des rois. Au fait, la France est tout de même un peu moins seule que l'Angleterre. Marianne vient d'inaugurer le pont Alexandre III, en l'honneur de son alliance inespérée avec la lointaine Russie des Tsars. Et à l'occasion d'une brillante exposition universelle, le président Loubet a accueilli de prestigieux visiteurs étrangers à qui il a pu faire admirer les réalisations de la République. Le régime s'enracine avec la séparation de l'Église et de l'État et la justice enfin rendue au capitaine Dreyfus. Il est servi par des politiciens patriotes, l'obstiné Delcassé, le rude radical Clémenceau et cet artiste de l'intelligence qui est Aristide Briand. Édouard apprécie en roi pragmatique la valeur de ces hommes, comme il ne garde que de bons souvenirs de la vie française en ancien prince de Galles habitué de la société brillante du faubourg Saint-Germain et connaisseur éclairé de ces jolies femmes de Paris avec lesquelles il a largement profité de son penchant pour la bagatelle comme de l'inépuisable indulgence de son épouse Alexandra qui a décidé une fois pour toutes de l'aimer sans se montrer jalouse. Mais enfin la France, si aimable soit-elle, paraît se contenter de l'amitié russe. Le tsar Nicolas et son épouse, la tsarine Alexandra, y font une nouvelle visite officielle, où ils inspectent le dispositif militaire en Champagne, escortés de princes arabes dont la présence atteste que l'ancienne République jacobine est aussi un vaste empire aux ressources comparables à celui des empereurs Romanov. Et quoiqu'un peu assourdi par la répétition rapide des allées et venues entre Saint-Pétersbourg et Paris, la chaleur de cette amitié est un contre-feu durable devant la triplice, cette alliance constamment renouvelée entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, dont la presse française se gausse tout en la redoutant. Il existe de surcroît un contentieux quasiment insurmontable entre la France et l'Angleterre. La République est devenue une grande puissance coloniale, avec une bonne conscience civilisatrice impavide, et elle vient de se heurter à l'Empire britannique à Fashoda, confins désolés du Soudan dont elle s'est retirée furieuse et revancharde. Quant au sort réservé à la reine Ranavalo de Madagascar, pro-anglaise détrônée, réduite au rang de prisonnière exilée, il n'est pas fait pour atténuer les réticences de l'opinion anglaise. Et cependant, Édouard décide de forcer le destin en s'invitant à Paris. La foule l'accueille au cri de Fashoda, mais il met tout de suite le président Loubet dans sa poche en lui disant qu'il s'attendait à bien pire. La suite est un étourdissant festival de séduction où il se penche sur Paris comme un diable des alcôves au chevet d'une de ces demoiselles revêches qui ont toujours excité sa galanterie. Au troisième jour, l'affaire est entendue. Le boulevard, ce baromètre de la popularité, s'époumonne à crier « Vive Édouard !» tandis que fleurit la génération spontanée des libelles saluant le nouvel ami de la France. Loubet se rend à Londres quelques mois plus tard, mais au cas où il aurait repris ses esprits, Édouard l'entraîne dans un flot d'anecdotes, de plaisanteries, de grandes et petites attentions qui désarment les dernières préventions du président français et de son entourage. Si ce n'est pas encore une alliance, c'est déjà l'entente cordiale. Édouard ne s'est pas converti pour autant aux vertus de la République. Il demeure un gentleman anglais attaché au style de vie de l'aristocratie. Ce coureur est un mari tendre pour Alexandra, un père d'autant plus attaché à son fils Georges qu'il ne lui ressemble pas. D'ailleurs, comment pourrait-on ressembler à cet homme au fond si complexe, autoritaire et indulgent, dissipé et intelligent, majestueux et familier? Georges, timide, terne et sage,
adore ce père qu'il ne comprend pas et dont il redoute de devoir un jour lui succéder. Mais la vie auprès d'Édouard est une fête permanente. Il l'organise avec la tyrannie des charmeurs et la sourde inquiétude d'un homme vieillissant qui craint la solitude. Loisir de son milieu, il chasse plutôt mal, monte à cheval sans conviction, bat la campagne en attendant son dîner. En vérité, ce qui l'intéresse, ce sont les gens et leurs talents, du palefrenier à la duchesse. Georges se cramponne au pilotage automatique de l'éducation pour faire bonne figure au milieu de cette société brillante qui l'intimide, en essayant aussi de tenir ses enfants provisoirement libérés des nurseries royales par l'indulgence de leur papy. L'affection qu'Édouard porte à sa famille, la manière dont il régente ses intimes, indiquent autant le prix qu'il attache à sa vie privée que la subtile différence qu'il applique aux affaires officielles. Au fond, il ne croit plus à la sélection par la naissance et au règlement des conflits par les seuls liens familiaux unissant les rois. Il est possible qu'il le regrette, mais enfin son ami Sauveral, le fameux singe bleu qui connaît tous ses secrets, ou sa maîtresse Alice Keppel, lui ont autant appris sur le monde que tous ses cousins couronnés. Et finalement, s'il devait écouter quelqu'un de sa famille, ce serait plutôt Alexandra, mais parce qu'il l'aime et qu'elle est douce et bonne, et non parce qu'elle est la reine. En somme, ce vieil aristocrate est un homme libre, à un point tel que son fils s'en effraie sans oser l'avouer. Ernest Louis, grand-duc de Hesse, et son épouse Victoria Melita sont parmi les neveux préférés d'Édouard. Le fait que la tsarine soit la sœur du grand-duc étend cette sympathie aux Romanov. Et cela d'autant plus facilement que les jeunes souverains russes aiment à se rendre en Hesse pour leurs vacances, retrouvant l'atmosphère familiale qui a présidé à leurs fiançailles. La vie au palais grand-ducal de Darmstadt se déroule d'ailleurs comme au temps de grand-maman Victoria, famille allemande et russe se délestant de leurs oripeaux militaires. Le tsar Nicolas redevient le très jeune homme qu'il est en fait, oubliant pour quelques jours les lourdes tensions de l'exercice de son pouvoir absolu en Russie. Quant à la tsarine Alexandra Fyodorovna, elle n'est plus qu'Alix, Sunny, le rayon de soleil, se prêtant aux facéties des garçons avec sa belle-sœur et cousine germaine Victoria Melita. Tout serait parfaitement gai et comme avant s'il n'y avait un bizarre malaise sous-jacent entre les jeunes époux S. Mais de là à imaginer une séparation symptomatique d'un désarroi général, personne ne s'y risque encore. Il est vrai qu'il y a d'autres sujets d'inquiétude. Le Kaiser Guillaume jalouse l'insouciance de son cousin Ernest Louis et rapplique sans prévenir à la réunion de famille. L'empereur allemand peut se montrer très aimable et poli avec sa cousine la tsarine Alexandra, mais en fait il sait qu'elle se méfie de lui et répugne à le voir raconter ses fariboles et exercer ses manigances auprès du tsar Nicolas. L'obsession du jour, c'est l'Extrême-Orient, le péril jaune, et le Kaiser est intarissable sur ce sujet curieux. Comme les parades de Darmstadt tiennent plus de la démonstration d'un corps de pompiers champêtre que des quadrilles de Berlin, il se rapproche comme prévu de Nicolas. Pourquoi le tsar ne fait-il pas mieux sa police, en Sibérie, là où il y a tant de richesses que les Japonais convoitent? En fait, Guillaume est venu pour troubler Nicolas et le détourner de l'Europe. Édouard, qui se déplace au milieu d'un perpétuel enthousiasme, connaît la lourde ferveur des foules russes abritant des menaces d'attentats. Et il sait aussi que Nicolas aimerait conjurer l'atmosphère de froide malchance dont il se croit poursuivi.
Raison de plus pour que les conseils du Kaiser et la gloire illusoire d'une aventure asiatique lui paraissent de très mauvais augure. Mais Nicolas et Alexandra ne pensent plus aux bizarres suggestions de Guillaume. C'est d'ailleurs toujours la même histoire. Alexandra sait que Nicolas subit l'ascendant de Guillaume lorsqu'il est en sa présence et qu'il s'en libère ensuite quand ils se retrouvent tous les deux en Russie, loin du Kaiser. Le tsar se jurant à chaque fois de ne pas se faire reprendre. Maintenant, sa résolution est encore plus nette. Alexandra vient de lui confier qu'elle est enceinte. Après le pèlerinage de l'an passé, ce ne peut être que la promesse d'un fils, héritier tant attendu de la dynastie. À quoi bon le risque d'une guerre quand ils sont enfin exaucés de leur vœu le plus cher? Alexandra, qui est une mère comme il en existe peu dans les cours royales, n'a évidemment aucune préférence à l'égard des enfants, et ses filles sont toutes enveloppées d'amour. Mais elle comprend que Nicolas espère un fils, depuis que la loi des Romanov écarte les femmes de la succession. On se demande d'ailleurs bien pourquoi, après les règnes d'Élisabeth et de Catherine qui furent si brillants. Néanmoins, pour Alexandra, donner un fils à Nicolas, ce sera le couronnement de leur amour. Et pour leurs intimes, la fin des charlatans qui abusent de l'attente inquiète de la tsarine. Enfin, du moins l'espère-t-on. Cependant, c'est un fait, le Japon a l'arme. Par ses menées ambiguës, à l'extrémité si lointaine de l'immense empire. Et on sait que Nicolas en garde un mauvais souvenir personnel, depuis l'attentat qu'il y subit lors de son voyage de Tsarévitch. Un peuple d'ambitieux, avides et indéchiffrables, fanatisés par la révolution moderniste que lui a imposé un Mikado divinisé, avec lequel les cours n'ont que des relations froides et formelles. Nicolas serait d'ailleurs bien en peine de mesurer la réelle puissance du Japon, où les Occidentaux ignorent les marques du progrès pour ne regarder que les petites butterflies. Son armée pourtant inquiète. Elle est passée du statut de comparse à celui de maître en massacre lors des morsures coloniales infligées à la Chine. Elle occupe maintenant la Corée, où elle fait face aux géants russes, qui s'y est infiltré par le biais d'aventuriers et d'affairistes. En fait, le choc est inévitable. À Port-Arthur, terminus du Transsibérien et verrou que l'Empire russe a scellé sur la Mandchourie. Bientôt, les Japonais attaquent sans avertissement la flotte russe de Port-Arthur, selon une méthode qui fera tragiquement ses preuves. C'est la guerre qu'espérait le Kaiser et dont ne voulait pas le tsar. Très vite, les soldats japonais déferlent sur la Mandchourie. Ils sont moins nombreux que la masse de l'armée russe, mais celle-ci se trouve pour l'essentiel à l'autre bout de l'Empire. Sur place, il n'y a que des régiments isolés saisis par la surprise. Les Japonais profitent de leur proximité qui leur permet de franchir steppes et rivières. Leur objectif est de trancher la jugulaire des chemins de fer russes au nord et d'assiéger Port-Arthur dont la presqu'île est entourée de mines flottantes. Pris au piège dans la forteresse d'Extrême-Orient, les Russes ne perdent pas courage. Ils sont puissamment retranchés et ils savent qu'un formidable élan de ferveur patriotique fait bloc autour du tsar. Celui-ci va leur dépêcher les contingents qui desserreront l'étau et rejetteront les Japonais à la mer. Mais en attendant, il faut tenir. Une position dont les avant-postes tombent peu à peu aux mains de l'ennemi et qui abrite une population asiatique où les espions se déplacent comme des poissons dans l'eau. Mais les Japonais ne cessent de débarquer des renforts, tandis que le gros de l'armée russe tarde encore. Pour Nicolas, c'est la première grande épreuve de son règne. Il l'aborde avec confiance.
Il a reçu une éducation militaire, il est imprégné de ses valeurs et il pense maîtriser le courageux instrument de la puissance de l'Empire. L'armée russe est encore tout auréolée de ses victoires contre les Turcs, 30 ans plus tôt. N'est-elle pas magnifique lorsqu'elle défile à Tsarskoye-Selo devant son tsar, ou bien lorsqu'elle a l'honneur d'accueillir ses inspections? Mais Nicolas ignore l'engourdissement du commandement, la corruption de l'intendance, l'injustice de la discipline, ainsi que l'abîme séparant les clubs d'officiers des combats de fantassins en Mandchourie. Cette armée, il faut d'ailleurs organiser son transport sur des distances gigantesques en bravant l'hiver au plus fort de sa rigueur. Entreprise titanesque dont le général commandant en chef affirme qu'elle vaudra à la Russie l'admiration du monde entier. Celle des masses russes en tout cas, qui accompagnent les convois de leurs prières. Le ministre Plévé, réactionnaire fanatique, réclamait une bonne petite guerre victorieuse pour ressouder l'Empire autour du tsar. Dommage qu'il ne puisse assister à ce spectacle. Il vient d'être assassiné par des révolutionnaires qui misent au contraire sur le pourrissement, la défaite, la dangereuse désillusion des foules abusées dans leur foi. De fait, la traversée des immensités glacées de Sibérie est une effroyable épreuve. Le transsibérien accuse des défaillances et n'est pas achevé. Déraillement dans l'Oural. On pose en hâte de nouvelles voies sur la glace du lac Baïkal en espérant que tout sera fini pour le printemps. Et lorsque les Cosaques approchent enfin du théâtre des opérations militaires, ils se heurtent au sabotage d'un front mouvant où les Japonais sont partout, sans qu'on parvienne à s'en saisir. Les nouvelles que Nicolas reçoit de Mandchourie lorsque les communications ne sont pas coupées par l'ennemi sont plus désespérantes les unes que les autres. L'armée est prise dans les glaces et maintenant la peste ravage les rangs des soldats affaiblis par leur souffrance. Alors que les Japonais ligotent le corps pétrifié du géant russe en faisant sauter les trains, tandis que Port-Arthur ne répond plus. Au Japon, le rigoureux hiver protège les promesses d'un printemps victorieux pour l'Empire du Soleil Levant. Dans le lacis des petites rues, ceux que les Russes appellent avec mépris les macaques jaunes unissent la multitude de leurs efforts dans le seul but de vaincre. Et même les petits-enfants, si charmants et si drôles, jouent à la guerre contre les Russes, pressés d'atteindre l'âge où ils combattront en Mandchourie. La famille impériale, la tsarine mère Maria Féodorovna en tête, s'est mobilisée autour de Nicolas. Pas un Romanov ne doit manquer quand le peuple se tient près de son petit père durant la grande épreuve. Le patriotisme russe est une force inflexible, cimentée par la foi orthodoxe dont le tsar autocrate est le protecteur. Mais le souffle de la Sainte Russie que Nicolas tente de ranimer avec les méthodes d'autrefois suffira-t-il à faire gagner la guerre? Maria Féodorovna n'en est pas certaine, même si elle garde ses doutes dans le secret de son cœur de mère. Enfin, on prend exemple sur le sentiment mystique qui porte le tsar. Le destin de la Russie, le mien et celui de ma famille sont dans la main de Dieu qui m'a placé où je suis. Et cette volonté de Dieu à laquelle il se réfère exige l'énergie menant à la victoire. À cet égard, la flotte russe est la carte maîtresse qui doit renverser le sort des armes. Et tant pis si les généraux se sont trompés, les amiraux font le serment de la seconde chance. Les monstres cuirassés qui portent l'endurant espoir de Nicolas
éparpilleront les barcasses japonaises fanfaronnant au large de Port-Arthur comme autant d'épaves. Dieu sauve le tsar. Il lui donne aussi le plus grand témoignage de sa confiance en lui accordant un héritier. La naissance du tsarevitch Alexis n'est-elle pas la bénédiction divine qu'attendaient les masses russes? Alexandra la vit comme la récompense de ce qu'elle croit être sa mission de tsarine. Quant à Nicolas, il suffit de voir la joie dans son regard pour mesurer ce qu'il éprouve. Oui, tous ceux qui croient à l'indissoluble lien unissant les Romanov à la grandeur de la Russie pensent que la guerre lointaine est virtuellement terminée, alors que Nicolas peut enfin porter dans ses bras son héritier. Peu après, la flotte russe quitte ses bases de la mer Baltique pour le long périple où l'amiral Rozhetsensky la mènera délivrer Port-Arthur. Qui pourrait résister à une puissance pareille? À l'approche de la mer du Nord, on signale une patrouille de navires japonais qui se sont risqués jusque-là en profitant sournoisement du brouillard. L'amiral fait canonner comme on pêche à la grenade. Tout de même, certains officiers sont un peu surpris. Les bateaux japonais ressemblent plus à des chalutiers qu'à des croiseurs. Mais l'amiral tient la première victoire de la guerre. Il fait pousser les feux vers l'Atlantique sans se préoccuper des naufragés. La vérité ne tarde pas à rattraper l'armada. Ce sont d'inoffensifs bateaux de pêche anglais qui ont été coulés. L'amiral était ivre. Les rescapés, l'opinion britannique, ameutent le monde entier. Comment pareille folie est-elle possible ? Édouard n'est pas un roi à se contenter des regrets embarrassés du tsar de Russie, fût-il le neveu de son épouse. Sa patience est excédée par tant de bêtises et d'incuries. Il a toujours appuyé Nicolas de son affection et de son expérience, et voilà le résultat. Des morts, des appels à la revanche, la menace d'une guerre. Alexandra se tient prudemment en retrait de sa fureur. Elle est en contact étroit avec sa sœur Maria Féodorovna, la mère du tsar. À elles deux, pourront-elles apaiser un tel gâchis? De toute façon, avec le retour des nuits d'hiver sur Saint-Pétersbourg, le cycle des mauvaises nouvelles reprend pour Nicolas. Après d'ultimes messages de détresse, Port-Arthur tombe aux mains des Japonais, qui poussent devant eux le commandement russe vaincu pour bien montrer qu'il s'est rendu et qu'il est prisonnier. L'impact de la chute de Port-Arthur est considérable. C'est la première fois qu'un État asiatique inflige un tel échec à une grande puissance occidentale. Madame Butterfly est peut-être un opéra qui émeut les cœurs sensibles des Européens, mais la vérité du Japon, c'est celle d'un implacable vieillard aux manières affables, le général Nogi, stratège de la victoire. Aux cérémonies de l'Épiphanie sur lesquelles flotte l'ombre du désastre, Nicolas, pour qui tout est la volonté de Dieu, tente d'afficher une attitude sereine malgré la nervosité générale, où ses gardes manquent de le tuer par erreur en commandant la salve d'honneur. Alexandra est si inquiète qu'elle le presse de regagner Tsarskoye-Selo. Les ministres s'attendent à un soulèvement de la part de tous ceux qui se moquent du froid de la vie comme de la glace de la mort. Le pope Gapone est une autorité parmi les ouvriers de la capitale. C'est lui qui entraîne un dimanche de janvier, alors que toutes les usines sont en grève depuis plusieurs jours, une foule énorme qui porte des portraits du tsar avec des icônes et des banderoles vers le palais d'hiver pour y remettre une supplique à Nicolas, sans savoir qu'il n'est pas là et qu'on le tient mal informé de l'état exact des esprits.
Gapone est un agitateur ambigu, militant sincère qui a rédigé la supplique comme un véritable programme constitutionnel, mais aussi indicateur de police. Il ne peut ignorer que les forces de l'ordre sont décidées à réagir. Il décide cependant de laisser filer l'aventure pour forcer l'avenir de son destin personnel. Au moment du face-à-face, les Cosaques tirent sur la foule, confiante et désarmée. La suite n'est qu'un long massacre où le prolétariat de Saint-Pétersbourg reprend le cri de Gapone au milieu des cadavres. À compter de ce jour, il n'y a plus ni Dieu ni tsar en Russie. L'empereur est devenu Nicolas le Sanglant, le tsar rouge. Le dimanche de sang ouvre une période de violence dont le deuxième chapitre s'écrit à Moscou. Sous la botte de son gouverneur, le grand-duc Serge, l'ancienne capitale est restée calme. Mais la grande-duchesse Élisabeth, elle là pour ses proches, ne parvient pas à croire aux certitudes cassantes de son mari, comme aux lettres que lui écrit sa sœur la tsarine, où il est question de complot socialiste et de manipulation étrangère. Mais Serge a la confiance de son neveu le tsar, et elle là respecte foncièrement les lois des Romanov. Serge, qui la traite si mal, ne la touche jamais, et dont elle sait qu'il l'aime pourtant de la force de son âme malade. Comment refuserait-elle de l'accepter telle une croix et de prier pour lui comme s'il était un frère? Elle là est au Kremlin quand elle entend la bombe qui déchiquette Serge. Cette fois, comme diront les révolutionnaires, quelque chose a fini par entrer dans le cerveau du grand-duc. Mais il est réparti dans tous les alentours avec des lambeaux de chair qu'elle la ramasse de ses mains, le visage imperturbable. Et dans la nuit, c'est elle là encore, cette femme en grand deuil, qui se glisse dans la cellule de l'assassin et l'implore de demander le pardon et la grâce. Elle là qui quittera bientôt ses voiles de deuil pour ceux de la mère supérieure de l'ordre charitable qu'elle va fonder. Éclaire bien des attitudes en ces temps de convulsion, acceptation exaltée, repentir universel, abandon des biens pour s'ensevelir parmi les humiliés. La mort du grand-duc Serge enferme un peu plus Nicolas dans son incompréhension de la situation réelle de la Russie. Il ne voit que l'antagonisme farouche entre l'intelligentsia et ses lanceurs de bombes, qui seraient son démon, et l'autocratie orthodoxe protectrice d'un peuple paysan, qui serait son âme. Le pouvoir qu'il a reçu de son père, il doit le transmettre intact à son fils. Tout autour de lui, la douceur de ses filles, son amour pour Alexandra, éloignent ce surnom de Nicolas le Sanglant qu'il trouve injuste. Même si l'inquiétude s'inscrit sur les visages et accompagne les visites de Maria Feodorovna, qui était à Saint-Pétersbourg le dimanche rouge. L'essentiel est que la Sainte Russie l'emporte dans d'autres batailles sans merci, celles que l'armée livre aux forces japonaises en Mandchourie. Car la guerre ne s'achève pas avec la chute de Port-Arthur et l'extension des troubles dans l'Empire. Les Japonais, de leur côté, se moquent bien de savoir s'ils aggravent la blessure des temps modernes sur le géant russe qu'ils font tituber. Animés de leur rage de conquête, ils ne pensent qu'à s'emparer de Moukden, où ils entrent enfin, s'assurant la domination de toute la Mandchourie. Mais Nicolas espère encore. Après plus de 6 mois de périple, la flotte, qui a été gracieusement ravitaillée par les colonies du Kaiser, parvient au détroit de Tsushima, entre la Corée et le Japon. L'amiral Togo, redoutable samouraï des mers, l'y attend avec ses poissons carnivores.
Rodjetvenski s'avance prudemment, mais Togo referme ses filets et la plus grande bataille navale depuis Trafalgar s'engage. Tout est consommé en moins d'une heure. Empêtrés dans le détroit, les monstres cuirassés russes coulent les uns après les autres en crachant le feu d'inutiles torpilles. Nicolas note dans son journal confirmation sans équivoque de l'effrayante nouvelle, destruction à peu près totale de notre escadre. Cette fois, la guerre est bel et bien terminée, mais il faut encore subir l'arrogance du triomphe japonais. Cela ne fait pas peur au ministre Vité que Nicolas dépêche aux États-Unis qui se sont proposés comme arbitres. Vité est le père du miracle économique russe et les Japonais sont toujours intéressés par les hommes qui s'entendent aux affaires. L'empire du Mikado est également épuisé par la guerre et Vité se montre si habile et si retors qu'il parvient à récupérer une bonne partie du terrain perdu. Lorsqu'il rentre, la Russie retrouve un sauveur et Nicolas, un ministre pétri de certitude et de légitime orgueil. Or, la situation intérieure ne cesse de s'assombrir avec la mutinerie du cuirassé Potemkin. Les marins d'un des rares navires qui restent, excédés par leur nourriture misérable et la discipline inhumaine, jettent leurs officiers par-dessus bord et bombardent le port, puis errent comme à la barre d'un vaisseau fantôme à travers la mer Noire. Guerre perdue, marins révoltés, ce n'est pas encore le film d'Eisenstein, mais déjà le scénario d'une révolution. Elle s'étend désormais à toute allure, en profitant de l'affolement du régime impérial dont plus aucun des leviers ne fonctionne. Les moujiks, esprits de la Russie éternelle selon Nicolas, s'emparent des terres, brûlent les châteaux. Meurtres et attentats se multiplient, n'épargnant même plus les églises. Les routes ne sont plus sûres, les meutes se rallument d'une ville à l'autre, élisant des conseils, les soviets. À l'automne, une grève générale paralyse le pays tout entier, l'économie s'arrête, les champs de pétrole de Bakou s'embrasent. Un inconnu, Léon Trotsky, tente de coordonner l'insurrection depuis le soviet de Saint-Pétersbourg, tandis que l'exilé Oulianov, dit Lénine, surgit depuis Genève. Le pourrissement accéléré de la situation favorise aussi les menées des forces les plus réactionnaires. Les pogroms contre les juifs reprennent. De sinistres cohortes qui prétendent vouloir défendre le tsar, et notamment les centuries noires, excitent les populations contre les boucs émissaires du désastre. Tandis que les Cosaques, appelés pour rétablir l'ordre, prêtent main forte aux pillages et aux massacres. Ils laissent derrière eux des communautés meurtries et terrifiées qui n'oublieront pas ce qu'on leur a infligé. Nicolas réprouve formellement les pogroms, mais tout cela est si loin, un autre monde qu'il ne devine qu'à travers ses préjugés et qui le lui rend bien. Enfin, le tsar autocrate admet que l'on s'enfonce dans une impasse sanglante et il consent à se dépouiller d'une part de son pouvoir absolu. Vité lui assure que l'octroi d'une constitution éteindra le feu des désordres. Nicolas signe le manifeste impérial qui annonce l'élection d'une assemblée, la Douma. Seigneur, viens à notre secours et apaise la Russie. Qui mesure ce qu'il en coûte à Nicolas d'avoir signé le manifeste? Alexandra, certainement, mais elle se tient encore dans l'ombre et se résout aux décisions de son mari. Pour le peuple russe, en tout cas, peu importe, c'est trop peu et c'est trop tard. Lorsque la Douma se réunit, toute la cour préside à la cérémonie de son installation. Les députés, intimidés et revêchent des visages avidement ce tsar qu'ils n'avaient pour la plupart jamais approché. Mais c'est la tsarine, majestueuse et glacée, qui cristallise une animosité tellement perceptible que Maria Féodorovna, la tsarine mère, s'en déclare épouvantée.
Or, la Douma s'avère bientôt incontrôlable, poussant dans le plus grand désordre d'une sorte de jacquerie sans limite à un changement radical de la politique et de la société. Les modérés sont débordés, et Vité lui-même, qui ne parle plus que de fusiller tout le monde, a perdu la confiance du tsar. Et tandis que les députés abandonnent toute sagesse, la révolution continue à s'étendre. C'est alors que Nicolas choisit pour Premier ministre un homme que l'on connaît à peine, Piotr Stolypine. Une chape de plomb s'abat sur la Russie. Stolypine chasse la Douma, impose l'état d'exception, lance les Cosaques contre les grévistes et crée des tribunaux militaires ambulants dont les condamnés passent aussitôt à la cravate de Stolypine, sinistre surnom que l'on donne aux pendaisons. Dans le cadre somptueux et protégé de Peterhof et de Tsarskoye-Selo, le village du tsar, Nicolas ne perçoit plus que l'écho assourdi de l'ouragan qui ravage la Russie. Le bel enfant qui héritera d'un empire apaisé ne découvre qu'un trompe-l'œil, l'adoration de sa mère, une cour raffinée qui tourne majestueusement sur elle-même à travers un immense domaine enchanté où maman est si belle et papa tellement aimé. Le tsarevitch Alexis possède aussi sa propre cour, comme un autre écrin de douceur. Celle que forment ses sœurs, Olga, sensible et poétique, Tatiana, intelligente et volontaire, Marie, cœur d'or et gentillesse, Anastasia, espiègle et fantaisiste. Un bloc de tendresse chatoyante au caractère divers qui signe ses dessins d'enfants en accolant les initiales de chacune, Otma, pour le plus grand bonheur de leur mère qui sait si bien s'occuper de ses petits. Ce bambin est d'ailleurs un diable à qui ses sœurs et sa mère passent tous ses caprices, même lorsqu'il veut monter sur le poney ou bien sauter et courir sur le pont du Standard quand papa dit qu'il ne faut pas parce que c'est dangereux. Mais au fait, est-ce vraiment si dangereux? Tous les enfants s'amusent à de tels jeux, même s'ils en retirent des petits bobos, des écorchures qui passent avec quelques larmes. Or, pour le tsarevitch Alexis, ce n'est pas seulement dangereux, à tout instant ce peut être mortel. L'enfant qui danse la ronde avec ses sœurs ne sera jamais comme les autres. L'hémophilie transmise par Victoria à une partie de sa descendance menace à chaque instant son existence. Il n'en a pas encore conscience. Ses sœurs savent vaguement qu'il faut bien faire attention à lui car il est très fragile, mais toujours les rires de l'enfance effacent les inquiétudes des adultes et reprennent courses et cabrioles. Pour Nicolas et Alexandra, l'incurable maladie d'Alexis est une tragédie de chaque instant. Et si c'était cela le grand malheur russe, de beaux enfants qui jouent sans deviner que la mort les escorte. Pour le Kaiser Guillaume, en revanche, tout se déroule aussi bien qu'il l'espérait. La Russie n'est plus un danger. L'Angleterre rumine sa colère et ne se rapprochera pas d'elle. La France, qui n'a pas osé lui porter secours, contemple maussadement sa belle alliance comme un ballon crevé. Et puisque l'Empire allemand est désormais le maître du jeu, le très pratique chancelier von Bülow veut en faire comprendre les nouvelles règles aux Français précisément. Voilà plusieurs années que la République étend son influence au Maroc. Dette publique très aimablement renflouée par les banques de Paris qui prennent des gages, brillants administrateurs que l'on envoie pour rendre service comme de bien entendu. L'engrenage vers un protectorat s'engage et les intérêts français s'étalent dans les mines et les ports où ils construisent des infrastructures modernes. Les Anglais laissent faire.
ils ont déjà fait main basse sur l'Égypte et le canal de Suez. Or, depuis son périple ottoman, Guillaume ajoute le rôle de protecteur de l'islam à la fertile panoplie de ses imaginations. Et il suit avec attention les épisodes de la résistance marocaine, tribus rebelles massacrant celles qui se sont soumises, appel à la guerre sainte résonnant jusqu'à la cour du sultan, corps expéditionnaire français qui ne peut se risquer loin des côtes. Le pays est vaste, noble et magnifique, il fait rêver d'aventure, et pourquoi ne serait-elle pas germanique ? Guillaume préférerait cependant faire du colonialisme anti-français sans quitter les salons de Potsdam. Mais il s'est tellement échauffé, provoquant les sarcasmes des Français, qu'il se laisse pousser jusqu'à Tanger par son insatiable chancelier. Pétarades, fumée, bousculade, toute la ville cosmopolite est sur le port pour l'accueillir. Il ne comprend rien aux propos de bienvenue des envoyés du sultan, doit serrer la main du consul de France, tente de repérer les anarchistes espagnols qui grouillent parmi la foule. Terrifié, pestant contre Bulot, mais contraint de faire bonne figure, il enfourche un destrier de belle allure pour traverser glorieusement la ville. Mais c'est un pur sang qui prend le mort aux dents. Ah, si j'avais mes 2 bras pour tenir ce maudit canasson. Comme les rues sont étroites, comme tous ces gens paraissent farouches. La visite du Kaiser à Tanger n'aura duré que 2 heures avant qu'il ne se rembarque plus mort que vif. Mais sa venue, ses discours ont enflammé la résistance, ainsi que l'opinion française, qui l'accuse de vouloir détacher le sultan de ses protecteurs. À vrai dire, passablement intéressé. En tout cas, s'il s'agissait d'un test, l'objectif est atteint. Les garnisons du Maroc affirment contrôler la situation, mais la République est inquiète. Faute de pouvoir compter sur la Russie knock-out, elle courbe l'échine devant le Kaiser et accepte de ne plus avancer. L'intrépide Delcassé, artisan du projet de protectorat, démissionne, désavoué par ses collègues français qui ont oublié jusqu'à l'emplacement du Maroc. Et le chancelier von Bülow peut féliciter son auguste Kaiser en lui préparant la suite du programme. En effet, il est temps de ramasser le tsar Nicolas maintenant que ses alliés français ont montré leur faiblesse. Ainsi, le balancier du Kaiser penche vers le golfe de Finlande où Nicolas et Alexandra attendent leur cher cousin à bord du Standard. Sur le Hohenzollern, l'atmosphère est à l'optimisme. Guillaume lit et relit le projet de traité d'alliance qu'il a mitonné avec délectation. Il sait que la tsarine est inquiète devant la situation russe et désormais vulnérable à ses avances. Enfin, pour plus de sécurité, il enlève Nicolas. Il a tant de choses urgentes à lui dire, autant gagner un fjord isolé où l'on sera si tranquille. Et le vieil envoûtement recommence. Le Kaiser verse des larmes de crocodile sur le désastre japonais, jure de son affection éternelle, présente ses amiraux. Nicolas songe à tous ceux qu'il a perdus. Il fait chaud, la voix de Guillaume bourdonne dans ses oreilles. Et si c'était vrai qu'il soit le seul à me comprendre? Le Kaiser sort alors de sa poche le traité comme on tend un verre d'eau à un assoiffé. Il est gai, tellement aimable, il sourit dans le soleil. Nous sommes cousins, devenons frères. Nicolas signe. Guillaume exsude de jubilation lorsqu'il rentre en Allemagne. La presse du monde entier annonce l'événement sensationnel de l'alliance conclue entre le Kaiser et le tsar. Cette fois, Bismarck peut se retourner dans sa tombe. L'empereur allemand a fait bien mieux que lui. Il y a quand même un petit problème. Nicolas reprend ses esprits et demande des détails. De précisions en précisions, le traité tombe en poussière. Qu'importe, ça marchera au prochain coup. Le Kaiser, endossant sa tenue d'amiral, est déjà en train de régler ses comptes avec l'Angleterre. La frénésie navale allemande ne connaît plus de bornes.
Une industrie titanesque a été édifiée par le banquier Baline, gestionnaire avisé de l'énorme fortune personnelle de Guillaume, et la flotte marchande concurrence âprement les lignes britanniques. On produit à tout va les plus forts tonnages, dans un climat d'excitation nationaliste sans retenue. Les paquebots, les cargos, tout ça c'est très bien, mais Guillaume ne démord pas des cuirassés et des dreadnoughts. Et tandis que s'éloigne le financier Rathenau, associé de Baline, l'amiral Tirpitz se rapproche de son Kaiser. Et Guillaume peut contempler, gonflé d'orgueil, les énormes torpilleurs de la paix, inutiles et qui finiront à la ferraille, dont l'obtuse et redoutable énergie de l'amiral Tirpitz lui lance inlassablement les chimères. Mais le roi d'Angleterre est beaucoup moins seul que ne l'imagine son illustre neveu. Il ne cesse de renforcer son entente cordiale avec la France. Il ravale ses griefs contre la Russie. Et puisque le Kaiser s'amuse des puissances comme d'un jeu de quilles, il est bien décidé à faire entrer le bulldog britannique dans la partie. Or, justement, le sémillant Alphonse XIII d'Espagne gratte à la porte de la famille des rois. Bien qu'il soit Bourbon par son père et Habsbourg par sa mère, le jeune souverain cherche une épouse, ailleurs que parmi ses proches détrônés, ou trop austère pour son aimable naturel. Entre d'heureuses qualités, Alphonse possède celle d'être un tireur infatigable, à la chasse comme dans les alcôves madrilènes, où des bataillons d'accortes señoritas égrènent le rosaire de ses performances. On comprend que l'heureuse élue devra être belle, et Guillaume, qui apprécie son uniforme de général espagnol, avance toutes les princesses allemandes et catholiques dont il dispose, comme Alphonse l'a vu faire par d'autres messieurs, certes moins élégants, et dans d'autres maisons qui lui ont paru au demeurant plus amusantes. Bref, Alphonse les trouve toutes affreuses, tandis qu'Édouard lui présente la perle rare, sa nièce Victoria Eugénie. Et qu'importe si elle est anglicane, le roi d'Angleterre adore arranger ce genre de détails. Survient l'affaire de la Norvège. Maud, la propre fille d'Édouard, a épousé un prince danois, neveu d'Alexandra, que les Norvégiens viennent de choisir pour roi. Håkon, Maud et le petit Olaf, leur héritier, arrivent donc dans leur nouveau royaume, apportant d'inextricables liens avec les couronnes britanniques et danoises, qui sont précisément le cauchemar de Guillaume. Certes, Maud trouve les lieux un peu réfrigérants, mais il paraît que c'est charmant en été, quand le Hohenzollern fait justement sa croisière dans les fjords. Élue comme une république, cette monarchie est un succès. Et bon papa Édouard ne peut évidemment résister au plaisir de rendre visite à ses chers enfants. Bien qu'il n'ait plus les mêmes illusions que Victoria sur la solidité politique des liens de parenté, il ne peut que se réjouir d'une affaire si bien menée, tandis que son beau-fils lui fait admirer le panorama de la rade d'Oslo. Tiens, mais quel est cet énorme yacht étincelant? Ne s'agirait-il pas du Hohenzollern de mon cher neveu le Kaiser? Il y a des jours où Guillaume déteste le monde entier, et précisément la Norvège de ses vacances, où il butera désormais sur le fantôme d'Édouard. Ces agaceries font-elles comprendre à Guillaume que son oncle tient encore bien la famille? Édouard l'invite à Londres pour en avoir le cœur net. On fait assaut de bonne volonté. Dîner détendu à Buckingham, où Maud et les Espagnols sont présents. Guillaume a remisé ses uniformes, il se montre charmant et joue même au piano pour les dames. Mais après quelques heures, son caractère imprévisible reprend le dessus. La mine chagrine, il ne se promène plus qu'en tenue de hussard de la mort, prête une oreille complaisante au racontard de Donna,
qui n'aime pas se débaucher d'Édouard et trouve tous les Anglais licencieux à son image, tandis que la foule raille ces continentaux empesés qui font à la fois nouveau riche et province. Finalement, Édouard les emmène à la chasse, loin des ricanements de Londres, où Guillaume achève de se mettre tout le monde à dos en donnant des cours sur la supériorité de la culture allemande. Ah, retrouver Berlin et ses parades de janvier où les bons Allemands peuvent admirer leur Kaiser et ses fils. Pourtant, là aussi, des pincements d'aigreur épinglent la vanité du Kaiser. Les jeunes princes paraissent moins en train que d'habitude. Le Kronprinz affecte un air sombre, Fritz Eitel le second semble curieusement agité, d'autres rient avec des airs d'écoliers sournois. En fait, tout le monde ne parle que du scandale où est impliqué Philly de Lenbourg, le meilleur ami du Kaiser, qui pour sa part n'est au courant de rien. L'élégant aristocrate qui conduisait le jeune Guillaume à Bayreuth et dont l'empereur allemand ne saurait se passer, aurait porté, autrefois semble-t-il, un intérêt qui n'était pas uniquement platonique à de solides adeptes de cette gymnastique allemande qui apprécient tant les émois du naturisme. Certains journalistes qui ont pu consulter avec intérêt des fiches de police évoquent aussi des histoires de casernes où les voies de l'avancement passeraient par les chambres de l'ami du Kaiser et d'autres personnalités de son entourage. Et il apparaît bientôt que plusieurs régiments d'élite et sociétés d'étudiants ont reçu les visites très affectionnées de Philly, qu'accompagnait l'un des fils de son cher Kaiser, le prince Fritz Eitel, pour ne pas le citer. Divers articles font même état de piquantes sauteries où l'on serait resté entre hommes, bien que Philly et le jeune prince eussent opté pour des tenues féminines afin de réconforter le moral de la troupe. Berlin, ville frondeuse, se passe sous le manteau les caricatures où le Kaiser et son cher Philly communient dans une amitié légèrement exaltée, et suit en jubilant le procès où d'anciens garçons de bain, des policiers faisandés et des maîtres chanteurs accablent leur ancien protecteur effondré sur un lit de douleur. Mais tandis que le Kaiser, effaré par les rumeurs, s'enferme à Potsdam, son héritier le Kronprinz semble finalement bien peu affecté. Il se pavane parmi de jeunes scouts avec l'assurance triomphante que lui donne sa réputation de coureur de jolies femmes et balaye d'un revers de la main les allégations d'avoir manigancé le scandale pour se rapprocher du trône. Lorsqu'il tente de reprendre ses activités, le Kaiser déplore aussi l'attitude très prudente du chancelier von Bülow, auprès de qui les couleuvres sont décidément des limaces, et qui vient de l'abandonner à nouveau en laissant publier un désastreux interview à la presse anglaise qui déchaîne les colères croisées de Londres et du Reichstag, excédées par l'inconséquence des bouffonneries impériales. En fait, Bülow en a plus qu'assez des caprices de Guillaume, et il le laisse s'enferrer dans ses erreurs, pour mieux tenter de le manipuler ensuite. Mais là où Bismarck a échoué, comment réussirait-il, alors qu'il ne lui arrive même pas à la cheville? Guillaume le remplace à la première occasion par Théobald de Bethmann-Hollweg, géant timide et introverti qui a mis néanmoins comme condition que l'empereur fasse une petite cure de silence. Promesse accordée, tout pour que cessent les rumeurs. Au fond, Donna, son épouse, est bien la seule à lui rester fidèle en occupant le devant de la scène, comme si elle n'avait rien vu ni entendu,
tandis qu'il rechute dans une dépression sévère qui le tient prostré, pleurnichant d'apitoiement sur lui-même. Donna n'est peut-être pas très brillante, elle a souvent souffert des folles brusqueries de Guillaume, mais elle est foncièrement loyale, plus avertie qu'il n'y paraît, et elle le considère toujours comme le héros blessé qui est venu la sortir d'un morne destin de laideron princier pour en faire une presque belle impériale en paix avec elle-même. L'Allemagne, en revanche, s'est brusquement réveillée du sommeil hypnotique où il l'avait plongé depuis 20 ans. Et comme il tente prudemment de refaire surface, il découvre l'impopularité goguenarde qui achève de le désorienter. Il se raccroche d'autant plus à son épouse et à sa fille, qui le maternent comme l'enfant malade qu'il n'a jamais cessé d'être. Au fait, il ne guérira jamais tout à fait de sa blessure d'orgueil, qui le rendra encore plus instable, plus peureux et finalement plus nuisible. En attendant, puisqu'on se détourne et qu'on joue contre lui, il adopte le profil bas et rumine son amertume en n'ayant plus que des singes comme public, alors qu'il croyait dominer l'Europe quelques mois plus tôt. Et quand on présente à sa royale impatience un dompteur célèbre pour ses tours avec des fauves redoutables, il se demande, mais comment fait-il avec ces tigres celui-là, quand je me fais dévorer par cette hyène de Bülow et cet ours de Bettman? Pendant ce temps, Édouard retourne en Irlande où l'agitation n'a pas désarmé. Tout sourire, il y sonde le gouffre où glisse son ancien monde, poussé par ces nouvelles forces du nationalisme, de la démocratie et du socialisme. Où s'arrêtera la chute? À la paix avec la liberté ou à la guerre avec des tyrannies imprévisibles? À Budapest, par exemple, le modèle de l'insurrection russe entraîne des émeutes d'un genre inconnu jusqu'alors. Le prolétariat, qui n'existait pas 30 ans plus tôt, se soulève et détruit les tramways de l'industrialisation moderne, alors que la gentry dominante galope toujours à cheval dans ses vastes domaines. Arrestations, répression, mais où sont les anarchistes qui s'en prenaient au roi quand les gens de la rue brisent leurs instruments de travail? À Vienne, les socialistes sont entrés en nombre au Parlement et ils n'ont plus peur de montrer leur force lors de l'enterrement de l'un des leurs. La capitale impériale des valses de Strauss ignorait-elle donc les vastes et sombres banlieues où l'on entonne les chants de la lutte des classes? À Berlin, les ouvriers en grève pillent les magasins des riches, coupent les jarrets des chevaux de la police, réclament le suffrage qui leur permettra de saisir le Reichstag. Édouard a vaguement entendu parler de Karl Marx, n'est-ce pas ce juif allemand qui a vécu chez nous en disant qu'un spectre hante l'Europe, celui de la Révolution? Mais c'est de Lisbonne, où il se rend souvent avec son yacht, qu'Édouard reçoit le signe avant-coureur le plus clair du changement général. La monarchie portugaise se débat dans le crépuscule d'une grande histoire. Le roi Carlos et la reine Amélie ont hérité d'une couronne discréditée et d'une opposition républicaine grandissante, qui veut faire table rase de la décadence lusitanienne. Le mouvement s'accélère avec le double assassinat du roi et du prince héritier, mais la reine Amélie a détourné de son bouquet de fleurs le coup de feu dirigé contre son deuxième fils. Au fait, en dehors des Anglais amateurs de Porto et des Allemands qui convoitaient ces colonies, personne ne s'intéressait plus depuis longtemps au Portugal. On envoie des condoléances qui sentent la naphtaline aux rescapés de l'attentat, le nouveau roi Manoel âgé de 19 ans, et on l'oublie à son terminus d'Europe, perdu dans les brumes d'un avenir inquiétant. Manoel possède les qualités des Portugais, dont la sanglante exception des assassins a confirmé la règle. Il est doux, sentimental et mélancolique. Il est vrai qu'on le serait à moins. Les républicains hésitent à en finir.
Profitant de ce répit, Édouard dépêche Sauveral, son grand ami portugais, pour amener le jeune roi jusqu'à Londres, afin que l'on sache qu'il le protège, et aussi pour lui prodiguer des conseils accélérés. Manoel l'émeut par sa gentillesse, comme un enfant que l'on enverrait à la guerre. Et de fait, quelques mois plus tard, Manoel est à nouveau cerné par l'émeute dans son palais où flottent les fantômes des disparus. Un député républicain, psychiatre de renom, a été assassiné par un de ses patients. C'est assez pour mettre le feu aux poudres. Manoel note avec détachement dans son journal que le seul droit qui lui reste est de se faire tuer. Mais sa mère n'a plus que lui. Il l'emmène à l'écart du palais que canonne la flotte républicaine depuis la rade de Lisbonne. Il n'a pas l'âme d'un massacreur, laisse naître cette république au travail si douloureux dans l'enthousiasme de ses nouveaux pères. On s'embarque pour Gibraltar avec un adieu ma patrie que je ne reverrai jamais qui s'avérera exact. Un double régicide dans un pays réputé tranquille, des marins qui réussissent le coup du Potemkin, des exilés qui pleurent tant qu'on croirait le sel de la mer. Édouard avait bien entendu le glas des autres monarchies d'Europe dans l'écho de la fusillade de Lisbonne. C'est une révolution bien différente qui fait vaciller le sultan Abdulhamid sur le trône de Constantinople. Pas d'amiraux républicains, mais une armée qui veut restaurer la gloire de l'Empire, avec à sa tête l'obscur officier Enver de la garnison de Salonique, qui s'accommoderait d'une belle sultane, d'un titre de pacha et d'une constitution. Les cours royales qui considèrent les événements de Lisbonne avec des yeux d'autruche portent un regard de vautour sur les soubresauts ottomans. À vrai dire, la situation s'avère confuse. Abdulhamid joue au plus fin avec les rebelles, accorde tout ce qu'on lui demande et achète en Europe les armes qui lui permettront d'égorger dès que possible ceux qu'il appelle encore doucereusement ses chers enfants. Difficile de savoir sur qui porter la mise. Cependant, Enver ne semble pas être d'un genre à se laisser enfermer derrière les barreaux vermoulus d'un sérail doré par trop d'intrigues. Les consuls européens lui lâchent quelques crédits à tout hasard en se cachant les uns des autres. Enver en profite pour déposer brusquement Abdulhamid et sortir d'un réduit poussiéreux un vieux frère que le détrôné avait oublié d'étrangler. Mais Enver aime trop l'Empire pour ne pas le laisser s'adonner à son péché mignon des massacres de chrétiens, qui agitent un peu les opinions européennes et beaucoup les prétextes d'intervention des chancelleries. En Autriche-Hongrie, l'arôme du coup de tabac turc parfume les fleurs du jubilé de François-Joseph. 50 ans de règne, que l'on fête dans une euphorie d'éternité, où des guirlandes de petites filles viennent rendre hommage à l'auguste vieillard de Schönbrunn. Les malheurs de sa vie se confondent avec les défaites de l'Empire, sa valeureuse longévité avec le bricolage obstiné qui fait tenir ensemble des peuples différents. Il est le jalon entre le passé oublié et un avenir obscur. Certains aspirent dans l'Empire à devenir les pères de nations séparées. En attendant, on se satisfait du grand-père de la famille. Avec l'été, il rejoint sa belle villa de Badiche, d'où Sissi partit 10 ans plus tôt pour aller rencontrer la mort à Genève. Les pieux pèlerinages sur son passage ont l'insouciance de l'habitude et la mélancolie des promesses du chagrin. Il est l'objet d'un culte candide où l'on espère que les petits-enfants sauront s'inspirer de sa sagesse, à moins qu'ils ne soient encore là quand ils auront atteint son âge. Voyez ses héritiers, ses neveux François, Ferdinand et Charles. C'est le plus jeune qui est le moins pressé.
Il a bien mérité qu'on lui fasse un beau cadeau qui le consolerait des provinces qu'il perdit autrefois. La Bosnie, par exemple, qui appartient aux Turcs et qui est peuplée de tout l'arc-en-ciel des Slaves du Sud. Les Autrichiens l'occupent depuis 30 ans et les ministres des Affaires étrangères, russes et autrichiens, Izvolsky et Ehrenthal, parlent fort courtoisement de cette bizarre anomalie juridique. Pourquoi ne pas la confier complètement aux Autrichiens qui feront le bonheur de ces peuples? En contrepartie, c'est promis, l'Autriche favorisera la Russie dans ses visées vers Constantinople. Marché de dupes, l'Autriche annexe brusquement la Bosnie et laisse la Russie fort déconfite se débrouiller toute seule. L'empereur François-Joseph a son cadeau, inutile de préciser que l'on n'a guère consulté les indigènes. Or, Édouard s'est rendu quelques semaines plus tôt à Marienbad pour sa cure d'été, mais aussi pour dissuader François-Joseph de toute aventure balkanique qui humilierait la Russie encore affaiblie. Cigares, casinos, jolies femmes, mais la magie de la riante station de Bohême n'agit plus comme avant sur Édouard, qui se demande s'il n'est pas en train de vieillir ou de se faire gentiment rouler par tous ces aimables Autrichiens, qui jurent leur grand Dieu que la Bosnie n'intéresse vraiment personne. François-Joseph lui-même élude toute conversation sur ce sujet inconvenant avec son cher vieil ami anglais. Et si vous me montriez plutôt cette invention automobile dans laquelle je ne suis jamais monté? L'empereur se laisse conduire, revient le rouge aux joues, rajeuni de 20 ans. Mais lorsqu'Édouard repart pour Londres, il s'aperçoit que François-Joseph a repris son vieux fiacre attelé d'un cheval fatigué. Je suis sûr qu'il me cache quelque chose. Il apprend la vérité en arrivant en Angleterre, où l'attend Alexandra, qui doucement lui fait un peu honte d'être partie en Autriche-Hongrie et de n'avoir rien pu empêcher. Alors qu'on s'apprêtait à y porter grand tort à la Russie des neveux Romanov, comme au fragile équilibre de l'Europe. Édouard est d'autant plus ennuyé par tout ce manque de fair-play qu'il a aussi beaucoup d'amitié pour ce pauvre Izvolsky, le dindon russe de la mauvaise farce autrichienne. Alexandra, qui prétend ne rien entendre à la politique, joue d'un doigt fort habile sur la mauvaise conscience de son époux. Ne vient-elle pas d'inviter sa sœur, Maria Féodorovna, la mère du tsar, à passer quelques semaines auprès d'elle? Elles ont tant de choses à se dire après cette période si difficile. Malgré le triste souvenir des chalutiers anglais coulés par la flotte russe, Édouard ne peut qu'être ému par les retrouvailles des deux sœurs qui s'aiment si tendrement depuis toujours. Perpétuelle jeune fille, ranimant à ses yeux cette nostalgie des vertus danoises qui manque tellement au monde cynique d'aujourd'hui. C'est à tout cela que pense Édouard lorsqu'il se presse à Douvres pour accueillir le nouveau président de la République française, Armand Fallières, dont la méridionale bonhomie lui plaît aussitôt. De son côté, Alexandra ne paraît plus du tout dure d'oreille auprès de l'avenante alliée officielle de la Russie. Or, puisque l'Angleterre et la France se comprennent décidément de mieux en mieux, n'est-il pas temps pour elle de se préoccuper de cette Russie affaiblie et amère qui patauge dans ses malheurs à l'autre bout de l'Europe? Édouard y songeait bien sûr, mais il en est convaincu maintenant. Ce n'est plus à 2, mais à 3 qu'il faut bâtir l'entente cordiale. Et pour y parvenir, Édouard est bien décidé à pardonner leurs erreurs à ses neveux Romanov, dont Alexandra lui a confié la tragédie intime, et à leur porter personnellement secours,
afin que l'inquiétude qui les oppresse ne leur en fasse pas commettre d'autres. Das wird nun entscheiden. Mit dem Frieden über Feld und der Feind.